Mon ex-femme a disparu il y a 13 ans, me laissant seule avec son fils autiste. Le jour où l'une de ses toiles s'est vendue 3,5 millions d'euros, elle est réapparue, flanquée d'un avocat au sourire carnassier. J'ai dit « laissez-la tout prendre », mais Ethan a murmuré « laisse-moi gérer ça ». Le palais de justice d'Orléans sentait la cire et le vieux papier. Le cliquetis de la climatisation résonnait comme le panneau mal fixé d'une cabine d'ascenseur. Assise 3 rangs devant moi, Diane ne s'est pas retournée une seule fois. Le dos droit dans son blazer crème, elle fixait le vide. Son avocat, un jeune loup aux dents longues, lui glissait des mots à l'oreille comme si la salle lui appartenait. Mon propre avocat, maître Legrand, s'est penché vers moi. « Rémi, écoutez-moi, elle peut demander la tutelle. Elle est la mère biologique. Elle va plaider qu'Ethan n'est pas apte à gérer une telle somme. » J'avais la gorge nouée. 13 ans à serrer les dents, et maintenant ça. « Laissez-la tout prendre », ai-je répété. J'étais fatigué de me battre et terrifié à l'idée de perdre Ethan en public. Maître Legrand a paru sidéré. « Rémi !» La main d'Ethan s'est posée sur mon avant-bras, un contact léger mais ferme. Il ne regardait pas Diane. Il fixait les veines du bois du banc, comme si elles contenaient un mode d'emploi. Il s'est approché, sa voix calme et neutre, de cette manière que les inconnus interprètent si mal. « Laisse-moi gérer ça. » Ce murmure m'a ramené des années en arrière. La nuit où Diane a quitté notre petit pavillon de banlieue comme on sort d'un mauvais film pour entrer dans une vie meilleure. C'était fin octobre. Le vent secouait les murs et la pluie crépitait sur le toit de la terrasse. Je rentrais du travail, un relais à remplacer sur un vieil ascenseur dans un hôtel du centre-ville. Je sentais encore l'huile de machine et la sueur. Ethan avait 4 ans. Pas de mots, juste des rituels. La même chaîne pour enfants sur la TNT, au même volume. Un sandwich au pain de mie, coupé en 2 triangles parfaits. Ces petites voitures alignées sur la table basse, de la rouge à la bleue, pare-choc contre pare-choc, comme une parade silencieuse. Diane est rentrée tard. Un parfum de fleurs, cher, déplacé dans notre cuisine. La porte d'entrée a claqué. Ethan a sursauté comme s'il avait reçu une décharge électrique, les mains plaquées sur les oreilles. Il a commencé à se balancer, vite, le corps raide. Il a fait ce petit hoquet qui signalait la montée de la panique. « Diane », ai-je dit à voix basse, « doucement, il est… » « Je suis chez moi, Rémi », a-t-elle lancé en donnant un coup de pied dans ses talons. L'un d'eux a heurté la plainte avec un bruit sourd. J'en ai marre de marcher sur la pointe des pieds. Je me suis laissé tomber sur le tapis à côté d'Ethan et j'ai fredonné la petite mélodie à 3 notes qui, d'habitude, le calmait. Mon épaule a touché la sienne. Sa respiration s'est faite saccader, puis a tenté de s'accorder à la mienne. Diane nous regardait comme si nous étions un désastre dans lequel elle venait de mettre les pieds. « Regarde-toi », a-t-elle dit, « tu deviens comme lui ». Cette phrase m'a transpercé, parce qu'une partie de moi était déjà en train de rétrécir mon monde pour l'adapter aux besoins d'Ethan. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. « De quoi s'agit-il vraiment ?» ai-je demandé. Elle a attrapé son sac sur le comptoir. Le bruit de ses clés était assourdissant. « J'ai rencontré quelqu'un », a-t-elle annoncé comme si elle avait trouvé un meilleur travail. J'ai eu la bouche sèche. « Qui ?»« Ça n'a pas d'importance », a-t-elle dit, avant d'adopter une voix plus douce, comme si elle avait répété son texte. « Il est stable, il a une maison à Nice, le soleil, une vraie vie. » « Une vraie vie », ai-je répété, vide. Le regard de Diane a lancé des éclairs. « J'ai 36 ans, je ne vais pas passer le reste de mes jours à Orléans, piégé par… ça. »« C'est ton fils », ai-je dit en le montrant du doigt sans le vouloir. Ethan a regardé à travers ses doigts, les yeux immenses, essayant de décoder le ton de sa voix. Diane a tressailli, comme si le mot « fils » la brûlait. « C'est mon fils », a-t-elle répété, mais on aurait dit qu'elle essayait la phrase pour voir si elle lui allait. Ethan s'est levé et a cherché ma main. Il avait besoin d'un point d'ancrage. Je le lui ai donné. Diane a regardé par-dessus lui. « Garde-le », a-t-elle dit. « Tu es doué pour jouer les martyrs. »« Je ne suis pas un martyr », ai-je répliqué, la voix tremblante. « Je suis un mari et un père. » Diane s'est arrêtée. Elle est passée à côté de nous, ses talons claquant dans le couloir. Grincement d'une porte de placard, bruit sec d'un tiroir, le son d'une fermeture éclair de valise. Dehors, les phares d'une voiture ont balayé le mur du salon. Un SUV noir attendait, moteur au ralenti. La pluie striait la fenêtre, comme si la vitre pleurait. « Tu l'as déjà appelée ?» ai-je constaté. Elle n'a pas nié. Elle est revenue avec une petite valise et son téléphone à la main. Son visage était fermé,
comme celui de quelqu'un qui a fait la paix avec soi-même et laisse les autres se débrouiller avec la souffrance. Ethan se tenait dans le couloir, serrant son doudou rouge, les lèvres pincées. Il a émis un son minuscule, pas un cri, plutôt une question pour laquelle il n'avait pas de mots. Diane ne s'est pas agenouillée, n'a pas touché ses cheveux, n'a même pas prononcé son nom. Elle s'est arrêtée sur le seuil et l'air froid s'est engouffré dans la maison. Une seconde, elle a regardé en arrière et j'ai attendu. N'importe quoi. Des excuses, une promesse, même un mensonge. « Tu t'en sortiras, Rémi », a-t-elle dit à la place. « Tu te débrouilles toujours. » Puis elle a disparu sous la pluie. La portière du SUV s'est refermée avec un bruit lourd. Les pneus ont crissé sur le bitume mouillé et les feux arrière ont laissé une traînée rouge dans la rue avant de s'évanouir. Je suis resté sur le seuil, tenant Ethan dans mes bras, pendant que la télé continuait de parler de lettres et de couleurs comme si de rien n'était. Mes mains tremblaient. Le corps entier d'Ethan vibrait contre ma poitrine. Cette nuit-là, je suis resté assis à la table de la cuisine, à écouter le ronronnement de la chaudière. J'ai fixé le planning sur le frigo, orthophoniste le mardi, école le mercredi, et j'ai compris que chaque case, désormais, m'appartenait. Je ne savais pas encore qu'Ethan trouverait la paix dans la peinture. Je ne savais pas qu'une toile vaudrait un jour 3,5 millions d'euros. Je savais seulement qu'une mère était partie et qu'un garçon l'avait regardée s'en aller. 13 ans plus tard, Diane était revenue en souriant, comme si elle avait égaré une valise et non un enfant. Après notre premier entretien avec Maître Legrand, j'ai essayé de maintenir une routine normale. J'ai coupé le sandwich d'Ethan en triangle parfait. J'ai aligné ses pinceaux en rang d'oignon. Dans le silence de la cuisine, on n'entendait que le doux froissement des papiers du dossier de l'avocat et le bourdonnement du frigo. Ethan mâchait lentement, les yeux baissés. Puis, sans lever la tête, il a parlé. « On devrait la revoir. » Mon estomac s'est noué. « Ethan, tu n'es pas obligé. » Il a levé les yeux. Son regard était aussi droit qu'un niveau de chantier. « Si, a-t-il dit, dans un lieu public. » Puis, plus bas, comme un secret qui ne s'adressait qu'à moi, encore une fois. J'ai vite appris qu'élever Ethan, c'était apprendre une nouvelle langue. Une langue faite de rituels, de rythmes et de petites grâces que la plupart des gens ne remarquent jamais. La journée commençait à 6h12 précise. Pas 6h11, pas 6h13. L'horloge du micro-ondes devait afficher 6h12 quand j'allumais la bouilloire. Sinon, les épaules d'Ethan se contractaient, comme s'il se préparait à un choc. La bouilloire chantait, la chaudière cliquetait. Je grillais le pain de mie juste assez pour qu'il soit à peine doré. Je coupais le sandwich en diagonale, j'essuyais le couteau, puis je coupais à nouveau. Des triangles, toujours des triangles. Si je me trompais, ne serait-ce que d'1 millimètre, Ethan ne criait pas. Il se figeait. Sa respiration devenait courte. Ses yeux fuyaient vers la fenêtre, comme s'il cherchait une sortie, une échappatoire à sa propre peau. Alors j'ai appris, je me suis adapté, j'ai ralenti. Pour nous, l'amour ressemblait à ça, des ajustements silencieux, sans applaudissements. Le supermarché était le plus difficile, le grand supermarché du coin. Les néons qui grésillaient comme des insectes en colère, les roues des chariots qui crissaient, les bips des caisses qui déchiraient l'air. Ethan plaquait ses mains sur ses oreilles et se balançait, un son grave vibrant dans sa poitrine. Les gens nous dévisageaient, certains chuchotaient. Une fois, une femme s'est penchée et m'a dit « Un peu de discipline, ça ne lui ferait pas de mal. » Je lui ai souri comme si elle venait de me proposer un chewing-gum à un enterrement. Nous avons survécu à ces années. Un ticket de caisse, un rendez-vous, une nuit blanche à la fois. Les réunions à l'école où les acronymes volaient comme des fléchettes. Le dossier MDPH. J'hochais la tête comme si je comprenais tout. Les factures s'empilaient dans une boîte à chaussures près de l'entrée. Mes mains sont devenues plus rudes. Les jointures de mes doigts, gercées par des années à tirer des câbles et à réparer des portes qui ne voulaient plus s'ouvrir. Diane n'a jamais appelé. Pas pour l'anniversaire d'Ethan, pas quand il a perdu sa première dent, pas quand il a appris à faire ses lacets à 11 ans et qu'il est resté là, rayonnant, comme s'il avait gravi l'Everest. En 13 ans, elle a envoyé une seule carte. Pas d'adresse de retour, juste « Maman » écrit d'une main arrondie. Ethan l'a étudié longuement, puis l'a glissé sous une pile de dessins et n'en a plus jamais parlé. C'est la peinture qui lui a finalement apporté un peu de calme. Un après-midi, je l'ai trouvé dans le garage, assis en tailleur sur le béton, une boîte d'aquarelle bon marché que j'avais achetée en solde étalée devant lui comme des outils. Il ne peignait pas des paysages ou des maisons comme les autres enfants. Il peignait un coin du mur du garage,
la fissure qui courait comme un éclair du sol jusqu'au tableau électrique. Il la peignait avec soin, avec patience, comme s'il documentait quelque chose d'important. Le pinceau faisait un bruit doux contre le papier. Une goutte d'eau tombait dans un gobelet en plastique avec un tic régulier. Le garage sentait l'huile et le carton humide. Je l'ai observé depuis le seuil, sans l'interrompre. À partir de ce jour, la peinture a fait partie de sa routine. Après l'école, avant le dîner. Même tabouret, même lumière. Ethan alignait ses pinceaux par taille. Si l'un d'eux était déplacé, il le remettait à sa place sans un mot. Quand il peignait, le reste du monde s'effaçait. La télé pouvait être allumée, le téléphone sonnait, il ne bronchait pas. Ses sujets restaient étranges. Des gros plans, des détails, un cadenas rouillé sur une cabane, les chiffres d'un compteur électrique, une tache sur une dalle de plafond qui ressemblait à un continent. Il n'imaginait pas les choses, il les enregistrait. Ses professeurs l'ont remarqué. Une prof d'art plastique d'un des grands lycées de la ville m'a pris à part et m'a dit « Votre fils voit les choses différemment ». J'ai hoché la tête. Ça, je le savais depuis des années. Quand la galerie d'art à Paris a appelé, j'ai cru à une blague. La femme au bout du fil parlait vite, avec précaution, comme si elle avait peur que je raccroche. Elle a mentionné une vente aux enchères, des collectionneurs intéressés. Je me suis appuyé au comptoir de la cuisine, écoutant le frigo ronronner pendant qu'elle prononçait des chiffres qui n'avaient aucun sens. 3,5 millions d'euros. Je me suis assis lourdement. Ethan, lui, continuait de peindre. L'argent ne l'a pas changé. Au contraire, il l'a rendu plus silencieux. Il m'a demandé où vivait l'argent et qui décidait où il allait. Il m'a demandé comment fonctionnaient les signatures. Il m'a demandé pourquoi les gens se battaient pour des choses qu'ils n'avaient pas fabriquées. Et puis, Diane est revenue. Les lettres de son avocat arrivaient, épaisses, dans des enveloppes officielles qui sentaient légèrement le teneur. Maître Legrand les lisait à ma table pendant qu'Ethan peignait dans la pièce à côté, le murmure du pinceau, le tic de l'eau. « Ils vont attaquer sur la tutelle », a dit Legrand. « Ils vont dire qu'Ethan est vulnérable. » La colère m'est montée au cou. « Ce n'est plus un enfant. »« Je sais », a-t-il dit doucement. Mais le tribunal ne le verra peut-être pas comme ça. Ce soir-là, Ethan n'a pas peint. Il s'est assis à la table de la cuisine avec une pile de vieux dossiers que je n'avais pas ouverts depuis des années. Bulletins scolaires, notes de l'orthophoniste, factures médicales. Il les a triés par année, lissant chaque page comme si elle était précieuse. « Papa », a-t-il dit sans lever les yeux, « quand quelqu'un part, est-ce qu'il abandonne aussi ses droits ?» Ma poitrine s'est serrée. « Ça dépend. » « De quoi ? De s'il revient ou non ?» ai-je répondu, regrettant aussitôt mes paroles. Ethan a hoché la tête, comme s'il venait de confirmer une mesure. Plus tard, il a demandé « Si l'argent sert à prendre soin de quelqu'un, qui décide ce que prendre soin veut dire ?» Je n'avais pas de bonne réponse. Les jours suivants, j'ai remarqué de petites choses. Ethan demandait à voir les copies du courrier de l'avocat. Il me demandait d'expliquer des mots comme fiduciaire ou consentement. Il demandait qui gardait les originaux. Une fois, je l'ai trouvé en train de mesurer une photo de Diane avec une règle, avant d'écrire une date au dos en lettres capitales bien nettes. Je me suis dit que c'était de la curiosité, de l'anxiété. Une nuit, bien après que je sois allé me coucher, j'ai entendu le bruit léger d'une chaise sur le carrelage. Je suis allé dans la cuisine à pas de loup. La seule lumière venait de la hotte, qui brillait comme une lune. Ethan était assis là, entouré de papiers qui bruissaient doucement, tandis qu'il les organisait en piles. « Ethan », ai-je dit doucement, « il est tard. » Il a levé la tête, les yeux clairs. « Je sais. » Sur la table, une seule feuille, tapée à l'ordinateur. Il l'a glissée vers moi. « Je veux un conseiller financier indépendant », a-t-il dit. « Pas ton avocat, pas le sien. » J'ai eu la bouche sèche. « Pourquoi ? Pour que personne ne pense que c'est toi qui m'as dit quoi faire. » J'ai regardé le papier, puis mon fils. Le garçon que j'avais porté à travers les supermarchés, l'adolescent qui parlait à peine plus fort qu'un murmure et qui maintenant avait 3 coups d'avance sur des adultes. « Qu'est-ce que tu prépares ?» ai-je demandé. Il a réfléchi, puis il a secoué la tête une fois. « Je ne prépare pas », a-t-il dit. « Je me prépare. » C'est Diane qui a suggéré le lieu de rendez-vous. « Terrain neutre », avait-elle écrit par SMS, comme si elle négociait un cessez-le-feu. Un endroit public pour Ethan. Nous nous sommes retrouvés au Central, un café-restaurant sur la Nationale, à la sortie d'Orléans.
Le genre d'endroit avec des banquettes en sky et un café qui semblait avoir été réchauffé depuis les années 90. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand nous sommes entrés. Bruit d'assiette, une serveuse qui appelait quelqu'un, chouchou. Diane était déjà là. Elle s'est levée en nous voyant, lissant son blazer crème. Ses cheveux, parfaits, de cette façon que seul l'argent peut acheter. L'odeur de son parfum m'est parvenue avant elle. Sucrée, chère, déplacée au milieu des odeurs de graillons et de pain grillé. « Rémi », a-t-elle dit doucement, comme si nous étions de vieux amis. « Bonjour ». Elle s'est tournée vers Ethan, son sourire s'élargissant. « Salut mon chéri ». Ethan n'a pas répondu. Il s'est glissé sur la banquette à côté de moi et a posé son carnet de croquis sur la table, en l'alignant avec le bord, comme toujours. Son regard s'est porté sur le distributeur de serviettes, la bouteille de ketchup, puis les clés que Diane avait jetées sur la table. Un trousseau lourd, avec un porte-clés noir arborant le logo d'une marque de luxe que je ne connaissais pas. Son avocat est arrivé quelques instants plus tard, tout en assurance et en souliers vernis. Maître Antoine Dubois. Il s'est présenté en me serrant la main un peu trop fort. Son costume était impeccable, sa montre plus brillante que les néons du plafond. « Monsieur Mercier, nous vous remercions de nous rencontrer », a-t-il dit. Il s'est assis à côté de Diane, si près que leurs épaules se touchaient. Elle n'a pas reculé. Maître Dubois a ouvert un porte-documents en cuir et a commencé à parler comme s'il lisait une brochure. Notre but est la coopération, l'intérêt supérieur d'Ethan. Le crayon d'Ethan bougeait. Grattement. Pause. Grattement. Diane s'est penchée en avant. « Je sais que j'ai fait des erreurs », a-t-elle dit, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. J'étais jeune, j'avais peur. Je ne comprenais pas ce dont Ethan avait besoin. J'ai senti ma mâchoire se crisper. « Mais j'ai mûri », a-t-elle continué. « J'ai une situation stable maintenant, des ressources, et je veux faire partie de la vie de mon fils. » Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une petite voiture rouge qu'elle a posée délicatement sur la table. « Je me souviens que tu adorais ça », a-t-elle dit, les yeux brillants. Quelque chose s'est brisé en moi. Ethan a fixé le jouet un long moment, puis il a levé la tête. « Je n'ai jamais eu de voiture rouge », a-t-il dit. Un silence est tombé sur la table. Diane a ri, un peu trop vite. « Oh, eh bien, tu sais, les enfants changent. J'en avais des bleus », a dit Ethan. « 3. Tu es parti avant que j'aie les rouges. » L'avocat s'est raclé la gorge. « Ethan, nous comprenons que les émotions soient à vif, mais nous sommes ici pour parler finances. Les revenus de la vente sont substantiels, et gérer une telle somme peut être écrasant, a terminé Diane en hochant la tête. Le crayon d'Ethan continuait de bouger. Il dessinait maintenant, pas le restaurant, pas nous. Il dessinait le visage de Diane, mais quelque chose clochait. Le sourire, trop large, les yeux, légèrement désaxés. Ce n'était pas cruel, juste, inexact. Je l'ai vu le regarder. Une lueur d'irritation a traversé son visage avant qu'elle ne la masque. « Rémi », a-t-elle dit en se tournant vers moi, « tu as fait un travail formidable. » « Vraiment. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps que tu aies de l'aide ?» J'ai entendu le sous-entendu. L'implication que j'étais fatigué, dépassé, un obstacle. Maître Dubois a acquiescé. Les tribunaux nomment souvent un tuteur dans des cas comme celui-ci, pour protéger l'individu. « Je n'ai pas besoin d'être protégé », a dit calmement Ethan. L'avocat a eu un sourire pincé. « Ce n'est pas à vous d'en décider. » Ethan a arrêté de dessiner. Il a de nouveau regardé les clés de Diane, puis sa bague, puis son carnet. « Maman », a-t-il dit. Le mot sonnait étrangement dans sa bouche. « Tu veux l'argent ou tu veux la vérité ?» Diane a cligné des yeux. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. » « Ce n'est pas une réponse, » a dit Ethan. La serveuse est arrivée avec les cafés, posant les tasses un peu trop brutalement. Le liquide a giclé. Ethan a tressailli, puis s'est stabilisé, les paumes à plat sur la table. Maître Dubois s'est adossé à son siège. Ne transformons pas ça en exercice de philosophie. Ethan a hoché la tête. D'accord. Il a refermé son carnet. Le son était définitif. Nous sommes partis peu après. Diane a serré Ethan dans ses bras, un geste raide, maladroit, comme si elle ne savait pas où poser ses mains. Il ne lui a pas rendu son étreinte. Dehors, le vent était glacial. Les voitures filaient. Diane, près de son SUV, souriait comme si elle avait gagné quelque chose. « Réfléchissez à ce qu'on a dit », a-t-elle lancé. « On peut faire ça simplement. » Ce soir-là, j'ai retrouvé Ethan à la table de la cuisine. La lumière du plafonnier grésillait faiblement. Des papiers étaient étalés en rangées nettes. Des dates, des noms, des notes écrites en lettres capitales. « Ethan », ai-je dit en me massant les tempes.
Tu ne lui dois rien. Je sais, a-t-il répondu. Alors pourquoi l'avoir? Il a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur, il y avait les copies des lettres de l'avocat de Diane, avec des notes manuscrites dans les marges, des dates entourées, des mots soulignés. Elle parle beaucoup, a dit Ethan. Les gens qui parlent beaucoup oublient ce qu'ils ont dit. J'ai dégluti. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a regardé dans les yeux. J'écoute. Quelques jours plus tard, Maître Legrand a appelé. Ils poussent pour une médiation privée, a-t-il dit. Vite, ils veulent des signatures. Ethan a secoué la tête quand je le lui ai dit. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur portable et a lancé une impression. La machine a vrombi doucement dans la maison silencieuse. Je veux une audience publique, a-t-il dit en me tendant la page, à visage découvert. Mon cœur s'est emballé. Ethan, c'est risqué. Il a acquiescé une fois. Oui. Et si on perd? Il a réfléchi, puis m'a regardé comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait besoin que je lui explique le monde. Alors, tout le monde verra pourquoi. Le lendemain matin, Diane a envoyé un email acceptant l'audience. Sa confiance en elle transpirait à travers l'écran. Le soir, Ethan m'a demandé de récupérer une de ses toiles dans le garage. Pas la plus grande, pas la plus colorée. Une petite œuvre dans les tons de gris avec des lignes nettes. L'image d'un mur, d'un cadenas et d'une ombre qui s'étirait juste hors du cadre. « Prends celle-ci, a-t-il dit, seulement celle-ci. » Je l'ai fixée, mal à l'aise. « Pourquoi celle-là » Ethan n'a pas répondu tout de suite. Il a rangé son dossier, a soigneusement aligné les coins du papier et l'a glissé dans son sac à dos. Parce que, a-t-il dit finalement, ils pensent qu'ils ont déjà gagné. La nuit avant l'audience, je n'ai pas dormi. Allongé sur le canapé, j'écoutais la maison vivre, chaque craquement sonnant comme un avertissement. À 58 ans, j'avais passé ma vie à réparer des machines qui transportent les gens en toute sécurité. Les ascenseurs ne pardonnent pas les erreurs. On apprend la patience. On apprend à vérifier et à revérifier. Pourtant, être au bord d'une audience publique avec l'avenir de mon fils en jeu me semblait le travail le plus risqué que j'ai jamais accepté. Maître Legrand a appelé tard. « Rémi, il propose à nouveau une médiation, un accord à l'amiable, partage de la tutelle. Ça éviterait l'exposition publique. » « L'exposition » ai-je répété. « Vous voulez dire la vérité ?» Il a soupiré. « Les audiences publiques peuvent mal tourner, les juges sont humains. » Vers minuit, j'ai entendu la porte d'Ethan s'ouvrir. Il est entré dans la cuisine, prudent, comme toujours la nuit. Je l'ai observé depuis le canapé. Il a allumé la petite lumière sous les placards, juste assez pour travailler. Il a posé son sac à dos sur la table, en a sorti ses papiers et la petite toile représentant le cadenas. Je me suis levé, les articulations protestant, et je l'ai rejoint. « Tu devrais dormir. »« Je vais dormir, a-t-il dit. Après. »« Après quoi ?» Il ne m'a pas regardé, concentré sur sa liste. « Ethan, dis-je doucement, j'ai besoin de savoir ce que tu fais si jamais ça tourne mal. » Il s'est arrêté, il s'est tourné vers moi. « Papa, tu répares des ascenseurs. » J'ai cligné des yeux. « Oui, tu m'as toujours dit que le moment le plus dangereux, c'est quand les gens pensent que c'est sans risque. C'est vrai. Ils pensent que c'est sans risque, a-t-il dit, parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a derrière le mur. » Il a tapoté légèrement la toile. Moi, si. Le matin de l'audience, les marches du palais de justice étaient froides. Des journalistes rôdaient à distance. Je détestais ça. Détestais que le visage d'Ethan puisse se retrouver sur un écran avec les mots « adolescent autiste » et « millions » placardés dessus comme un appât. Diane est arrivée dans un tailleur gris, flanqué de son avocat. Elle m'a adressé un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. « Rémi, dernière chance. » Ethan se tenait à côté de moi, son sac sur les épaules, la toile enveloppée de papier kraft sous le bras. À l'intérieur, la salle d'audience sentait la poussière et le nettoyant au citron. Maître Legrand s'est penché. Une fois que ça commence, on ne contrôle plus rien. Je sais. La juge a appelé l'affaire. Maître Dubois a parlé le premier, d'une voix mielleuse. Il a parlé d'inquiétude, de protection, des limitations d'Ethan, du regret et de la maturité de Diane. Il l'a dépeinte comme une mère revenue réparer ses torts. Diane s'est tamponné les yeux, juste assez pour la forme, pas assez pour abîmer son maquillage. Quand mon tour est venu, la juge m'a interrogé directement. « Monsieur Mercier, pourquoi avoir accepté une audience publique ?» J'ai jeté un coup d'œil à Ethan. Il a hoché la tête une fois. « Parce que, ai-je dit d'une voix rauque, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de ce qui s'est passé quand ma femme est partie,
et de qui est resté. La juge s'est alors tournée vers Ethan. « Jeune homme, comprenez-vous ce qui se passe ici ?» Ethan s'est levé. La salle semblait retenir son souffle. « Oui. » Son avocat a bondi. « Votre honneur, étant donné l'état de santé d'Ethan, nous doutons qu'il… » « Je comprends, » a répété Ethan, calmement. La juge a levé une main. « C'est moi qui décide qui parle. » Ethan a pris une inspiration, sans précipitation. Il a simplement ouvert son dossier. Il a commencé par des dates, claires, simples. La date du départ de Diane, les dates où elle n'a pas répondu aux appels, les dates où elle a manqué les réunions. Puis il a déballé la toile. Le papier a crissé doucement. Il l'a tenu face à la juge. « Voilà pourquoi je peins, » a dit Ethan. « Je ne peins pas des sentiments, je peins des faits. » Diane a froncé les sourcils. « Ce cadenas, » a poursuivi Ethan en le désignant, se trouve sur un bien locatif à Nice. Le numéro de série est visible. Il a été changé sans autorisation. L'avocat a ricané. « Pertinence ?» Ethan ne l'a pas regardé. La date à laquelle je l'ai peint correspond à la date à laquelle le locataire précédent a signalé une expulsion illégale. Un murmure a parcouru la salle. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je n'étais pas au courant de ça. Pas de ça. Ethan a posé la toile et a regardé la juge. « J'ai placé l'argent dans une fiducie avant aujourd'hui, a-t-il dit, avec un conseiller indépendant. C'est légal, c'est documenté. » Le visage de Diane a perdu toute couleur. « Je n'ai pas fait ça pour blesser qui que ce soit, a dit Ethan. Je l'ai fait pour que personne ne puisse prendre ce qu'il n'a pas gagné. » La juge s'est penchée en avant. Diane s'est levée brusquement. « C'est de la manipulation, » a-t-elle lancé, la voix aiguë, le masque tombant. « On le coach. » Ethan s'est tourné vers elle. Sa voix n'a pas changé de ton. « C'est toi qui m'as appris à observer attentivement, » a-t-il dit. « Tu as juste oublié que je te regardais, toi aussi. » Le silence s'est fait. La juge n'a pas rendu sa décision ce jour-là. Elle a demandé 1 semaine pour examiner les pièces supplémentaires. Dehors, sur les marches, Diane nous a suivis. « Ce n'est pas fini », a-t-elle sifflé, assez près pour que je sente à nouveau son parfum. Ethan s'est arrêté. Il s'est tourné lentement, délibérément. « Vous venez de dire ça ?» a-t-il demandé, posément, devant des témoins. Elle s'est figée. J'ai posé la main sur son épaule. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était lui qui me soutenait. La semaine qui a suivi a semblé plus longue que les 13 années précédentes. Le matin du jugement, la salle était comble. L'histoire de l'adolescent millionnaire, de l'enfant abandonné et de la mère repentie avait fait le tour. Diane est entrée en dernier. Elle portait du noir cette fois, pas de sourire. La juge a pris place. « Le tribunal a examiné les preuves », a-t-elle commencé d'une voix neutre. « La documentation présentée par le mineur, Ethan Mercier, est exhaustive. La fiducie établie avant l'audience initiale est conforme à la loi. Il n'y a aucune base légale pour la dissoudre. » La tête de Diane s'est redressée d'un coup. « De plus, » a poursuivi la juge, « le tribunal ne trouve aucun motif pour accorder la tutelle des finances du mineur à la plaignante. » Diane s'est levée. « Votre honneur !» La juge a levé une main. « Asseyez-vous. » Elle s'est rassise, lentement. Son visage était rigide. « Le tribunal note également, » a dit la juge, les yeux fixés sur Diane, « que l'abandon d'un enfant n'est pas effacé par un regret exprimé seulement lorsque des gains financiers deviennent apparents. La requête est donc entièrement rejetée. » Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis le son est revenu. Diane ne pleurait pas. Elle s'est levée, a rassemblé son sac avec des mains tremblantes et s'est tournée vers Ethan. Sa voix a tranché dans le bruit, aiguë et cassante. « Tu crois que tu as gagné. Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Ethan l'a regardé, vraiment regardé. Puis il a parlé, clair et calme, chaque mot pesé. « Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte que la vérité reste là où tout le monde peut la voir. » La bouche de Diane s'est ouverte puis refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne semblait plus savoir quoi dire. Elle est partie sans un mot de plus. Dehors, les caméras nous ont encerclés. Un journaliste a crié « Ethan, pourquoi avez-vous fait ça ?» Il a réfléchi. Le vent tirait sur sa veste. « Parce que, a-t-il dit, l'argent doit suivre la responsabilité. » C'était tout. Pas de discours, pas de drame. Nous sommes partis. Ce soir-là, la maison semblait différente, plus silencieuse, plus légère. Nous nous sommes assis sur la terrasse tandis que le soleil déclinait. J'ai eu peur,
ai-je avoué en regardant mes mains. J'ai failli signer. Ethan a hoché la tête. Je sais. Je ne voulais pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, a-t-il dit simplement. Il a regardé le jardin, puis moi. Tu es resté, a-t-il ajouté. C'est ça qui comptait. J'ai dégluti avec difficulté. Plus tard, alors qu'il rentrait, il s'est arrêté sur le seuil. Papa ? Oui, Ethan. Merci de m'avoir laissé gérer ça. Je l'ai regardé s'éloigner, en pensant à toutes les fois où je l'avais porté à travers le bruit et le chaos, croyant que j'étais le plus fort. Il s'avère que la force ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle attend son heure. La maison a retrouvé ses anciens rythmes, ceux qu'on ne remarque qu'après le passage d'une tempête. Un après-midi, j'ai retrouvé Ethan dans le garage, en train de peindre. Il ne peignait plus de cadenas ou de chiffres. Il peignait la lumière du porche au crépuscule, le cercle doux qu'elle dessinait sur le béton. C'est différent, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est plus calme. Pendant 13 ans, j'ai cru que j'étais le seul à faire attention, à surveiller les horaires, les signes, les fissures. En réalité, Ethan observait aussi. Silencieusement, attentivement, apprenant quels détails comptaient et comment les gens vous montraient qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne regardait.